Vous êtes sur Medi 1, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Croissance Verte. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir l'École Inter-État des sciences et médecine vétérinaire, une institution continentale basée à Dakar qui forme depuis plus de 55 ans des vétérinaires africains. Cette école d'excellence a ouvert ses portes à l'équipe de Croissance Verte, permettant ainsi à nos reporters de capter l'ampleur du travail effectué sur place par les encadreurs et les pensionnaires. Dans notre reportage, vous découvrirez en détail les activités, les réalisations de cette école de renommée internationale. Et pour souligner l'importance de ce genre d'institution dans la formation des vétérinaires, ainsi que dans la prévention et le traitement des maladies animales, nous sommes avec le professeur Yalas Yamba Kaboré, professeur titulaire des universités, directeur général donc de cette école Inter-État des sciences et médecine vétérinaire qui est basée à Dakar. C'est un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci de votre invitation. Professeur Kaboré, on se retrouve ici juste après notre reportage. Il est signé Eva Sagna et Cher Ndao. Nous sommes à l'école Inter-État des sciences et médecine vétérinaire. Cette école de formation des vétérinaires a vu le jour en 1968 au Sénégal. Ici, les étudiants sont encadrés par toute une équipe administrative. L'école est une institut de formation appartenant à 14 États membres africains, de l'Afrique de l'Ouest et puis de l'Afrique centrale aussi. Et donc, est dirigée par d'abord le sommet qui est le conseil d'administration composé par les ministres des États membres. Ensuite, il y a la direction générale, non le DG. La direction générale est composée de 3 personnes, sinon de 3 départements de la direction générale qui est le DG, le secrétaire général ou à la tête le secrétaire général et l'agent comptable qui est l'agent comptable. Donc, et nous avons des liens fonctionnels de gestion d'administration, quoi. Donc, en dessous de ces 3 instances de postes à mandat, parce que le DG, le secrétaire général et puis l'agent comptable, c'est des postes à mandat. Donc, en dessous de ça, il y a les services de ressources humaines. Le premier point, c'est d'abord la gestion de la carrière des jeunes enseignants nouvellement recrutés. Il s'agit donc de les accompagner sur le plan pédagogique afin qu'ils puissent évoluer dans le but de leur promotion au sein du CAMES. Donc, jusqu'à ce qu'ils fassent le concours d'agrégation. Deuxièmement, nous avions les stages. Il s'agit des stages professionnels, donc, au cours desquels nous recevons des professionnels vétérinaires, mais également des biologistes qui viennent des pays pour venir renforcer leurs capacités au sein de nos laboratoires. En plus de ces stages, l'élément principal, ce sont les formations. Ce sont d'une part les formations qui sont diplômantes, il s'agit des masters. J'en profite pour dire qu'il y a au total 4 masters au niveau de l'USMV, mais également il y a donc les PhD, c'est-à-dire les thèses d'université. La formation initiale dure 6 ans et repose sur 4 cycles. Il y a une année préparatoire qui est une année de mise à niveau. Et ensuite, il y a 5 années. Donc là, c'est 6 ans pour l'obtention du diplôme de docteur en médecine vétérinaire. Et actuellement, nous avons intégré, je pense depuis 2006, on a intégré la première année à l'école. Sinon, la première année se déroulait entre-temps en fac des sciences. Donc, on l'a intégré à l'école pour que ça fasse les 6 années. Implantée à Dakar, dans la capitale sénégalaise, la dite école est commune à 14 États membres. Il s'agit de 8 pays d'Afrique de l'Ouest, 5 pays d'Afrique centrale et 1 pays de l'Afrique de l'Est. À part les 14 pays membres, on reçoit les étudiants de pays africains non membres de l'ESMV. Donc le Maroc en fait partie. Et en plus du Maroc, on a les étudiants qui nous viennent du Cap-Vert, de la Guinée, de Djibouti. On a formé des étudiants de Madagascar et même de la France. C'est également une école d'apprentissage car les étudiants y apprennent les matières basiques de leur métier. Ils sont entre les salles de classe, les laboratoires et le musée d'anatomie.
dans leur exercice professionnel, que ce soit en tant qu'étudiant ou bien en tant que professionnel en activité, nous sommes toujours confrontés à des animaux qui sont malades ou bien potentiellement malades, ou même des fois ce qu'on appelle des réservoirs, donc ils n'expriment aucun signe de maladie. Et donc, en contact avec ces animaux, on peut contracter, c'est-à-dire c'est un terme médical, on peut attraper une maladie. Et parmi ces maladies, la plus redoutable, c'est la rage. Donc, c'est une maladie qui est due à soit une morsure de chien, ou bien à une griffure, ou bien même des fois, des cas anodins où une personne a une plaie contaminée et qu'un chien qui était excréteur du virus lèche cette plaie. Donc tout ça, c'est des portes d'entrée à un virus. Et malheureusement, c'est un virus qui est mortel à 100% une fois que les symptômes se manifestent. Donc du coup, tous les étudiants sont tenus, et c'est obligatoire, de se vacciner. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle une maladie professionnelle. Donc eux, ils sont vaccinés, ils ont un programme de vaccination bien établi, et là, tout est fait pour qu'ils ne puissent pas être en contact avec ce virus. La pratique, je pense qu'au premier cycle déjà, il y a des TP et des TD qu'ils font en fonction des différentes matières. Maintenant, les pratiques sont beaucoup plus accentuées au second cycle, dans les années cliniques, où ils font jusqu'à 75% de pratiques. Et je peux dire qu'à partir de la troisième année, quatrième année, il y a des groupes cliniques qui exercent la clinique, qui font la clinique au moins 3 fois par semaine. Donc il y a 3 matinées ou soit 2 journées entières qui sont consacrées aux disciplines cliniques. Et les étudiants font des rotations au niveau des différents services. Par exemple, si je donne l'exemple de mon service, il y a au moins 2 groupes. Donc, dans l'année, je pense qu'il y a 10 groupes qui font des rotations dans les différents services cliniques. Et au niveau de notre service, nous avons la clinique de l'école vétérinaire, de clinique de Fannes que vous allez visiter tout à l'heure. Mais également, il y a la clinique ambulante où toujours, chaque semaine, il y a un groupe qui part en clinique ambulante, et ils sont encadrés par les enseignants du service. Et ici, c'est là où on fait la formation de base. C'est que l'étudiant acquiert ses pouvoirs pour faire la clinique. Donc, il faut qu'il maîtrise l'outil qui est l'animal. L'animal dans ses composantes organiques, c'est-à-dire c'est quoi l'organisme animal, il est fait des appareils. Et ici, on apprend à connaître les appareils aux étudiants. Et c'est sur l'appareil qui aura tôt ou tard à faire la clinique dessus. Aussi bien pour protéger en termes de santé que pour pouvoir produire. Parce que les entités, c'est quoi? C'est donner une formation pour la santé animale, mais aussi pour la production. Le bien-être, c'est-à-dire un animal de domestique, comme les chiens, les carnivores, vous savez, les chevaux, il faut les entraîner pour le bien-être, parce qu'ils vous servent comme un ami. Mais aussi les animaux de production, que sont les ruminants, pour la production de lait, que sont aussi les volailles, pour la production des œufs, de la viande. Mais ça aussi, il faut connaître qu'ils soient en bonne santé. Donc, pour être en bonne santé, il faut connaître comment est fait cet animal. Donc, on apprend les appareils, locomoteur, l'appareil digestif, l'appareil respiratoire, l'appareil urogénital. Et à côté de ça, vous avez aussi ce qu'on appelle les systèmes. Système nerveux, système cardiovasculaire. Tout cet ensemble, c'est que l'étudiant, quand il est muni de ça, peut aller faire la clinique. Soit pour soigner, soit pour entretenir. Donc, voilà un peu le système que nous faisons ici, c'est la fondamentale. Dans cet esprit, nous faisons 65% du programme. Tout ce qui est basique, c'est là que l'étudiant s'acquiert les connaissances pour faire tôt ou tard la clinique. Mais aussi pour des actes médicaux qui pourraient être tôt ou tard si les cliniciens ou bien qui fassent autre chose. Et lorsqu'on fait le cours théorique, voilà, on leur montre l'appareillage, on leur montre tout ce qui est utilisé pour contrôler les produits vétérinaires. Il y en a qui ne connaissent pas ce que c'est qu'une balance, ce que c'est qu'une étuve, mais dans nos cours théoriques, nous essayons de leur montrer, en TP des fois, ils viennent par groupe pour visiter le labo, et à la fin même du cursus, il y en a qui soutiennent leur thèse de doctorat vétérinaire avec nous sur des sujets qu'on leur donne. Et voilà. En fait, c'est un laboratoire d'expertise au départ. Vous savez, les médicaments vétérinaires sont destinés à lutter contre les maladies animales.
Voilà, comme tel, c'est des outils pour aider les vétérinaires à soigner les animaux et que les animaux soient en bonne santé et qu'ils donnent la nourriture aux gens. D'accord? Alors, un animal malade ne peut pas produire du lait, ne peut pas donner de la bonne viande. Le poulet ne peut pas donner des œufs ni des poulets de chair. Il faut vraiment régulièrement les traiter, les déparasiter. Venus de différents pays d'Afrique, les étudiants vivent en communauté. Ils se regroupent autour d'une amicale qui est un trait d'union entre eux et l'administration. Pour parler de l'amicale des étudiants vétérinaires de Dakar, il faut savoir que c'est une amicale qui est ancienne, aussi ancienne que l'école. Elle existe depuis les années 1979. Elle a été reconnue par le ministère de l'État du Sénégal dans les années 1979. L'amicale a pour but d'œuvrer en collaboration avec l'administration pour assurer aux étudiants des meilleures conditions de vie, des meilleures conditions de travail et surtout permettre la cohésion entre les étudiants des différentes nationalités. Donc l'école inter-État, vous savez, c'est une école inter-étatique, il y a des nationalités différentes et nous sommes là pour assurer le pont entre les étudiants et l'administration, mais aussi assurer les liens de cohésion entre les différents étudiants pour faire en sorte qu'à la sortie de cette école, nous puissions être des partenaires de travail, mais aussi des amis pour la vie. L'école est impeccable, ça nous apprend des pratiques ainsi que les théories et puis on passe des moments difficiles mais ça ira quand même. C'est les études quoi, on ne trouve rien en facilité, c'est après les choses difficiles que la facile vient. L'école est bonne dans la mesure où c'est une école inter-État, elle arrive à communiquer avec nos différents pays en cas de problèmes et de soucis majeurs, avec les communautés qui sont déjà installées ici, les communautés ivoiriennes, maliennes. Donc si tu as un souci, tu peux voir. Et ce n'est pas partout au Sénégal d'avoir une école inter-État, donc c'est une chance pour nous d'être ici. Nous avons un calendrier d'activités. Comme chaque année, nous avons coutume d'organiser la journée d'accueil des nouveaux et la journée d'excellence. Donc c'est une cérémonie que nous organisons chaque année pour primer non seulement les étudiants qui ont su se distinguer par leur travail, mais aussi pour octroyer à chaque nouveau étudiant qui arrive un parrain qui sera chargé de le suivre aussi bien dans ses études que dans sa vie sociale, en quelque sorte un guide pour lui. Et ça permet aux nouveaux étudiants de ne pas se sentir seuls, de se sentir intégrés dans notre amicale et au sein de la famille. Aussi, nous organisons la journée africaine de culture culturelle et scientifique qu'on appelle les GACS. Donc chaque année, et ça aura lieu bientôt en mars pour cette année. Donc c'est une journée au cours de laquelle chaque communauté vient présenter les réalités de son pays, exposer la culture de son pays et on forme en quelque sorte une famille culturelle pour partager nos cultures. De sa création à nos jours, l'SMV, l'École inter-État des sciences et médecine vétérinaire, a formé plus de 1500 vétérinaires de différents pays. De retour sur le plateau de Croissance Verte et nous sommes avec le professeur Yalas Yamba Kaboré, professeur titulaire des universités, directeur général de l'EISMV à Dakar. Nous venons d'être en immersion dans cet univers palpitant où sont formés les futurs vétérinaires africains. Professeur Kaboré, d'abord, quels sont les avantages de la formation des vétérinaires dans des écoles africaines par rapport à des écoles étrangères? Les avantages sont multiples, mais la première et la plus importante, c'est que ces étudiants sont formés selon un profil typiquement africain, avec les outils du terroir, avec des enseignants du terroir qui connaissent le terroir, donc ils partent avec un bagage adapté au profil donc, de l'Afrique de façon générale, et dans la mesure où, dans notre formation, vous allez voir, je crois que ça a été dit, les étudiants font des stages d'1 mois en immersion. À l'époque, c'était dans les différents pays parce qu'on mettait les étudiants venant des pays sahéliens dans des zones forestières. Et inversement, les étudiants des zones forestières allaient faire le stage dans les pays sahéliens pour également brasser toute cette diversité qu'il y a dans l'écosystème, de façon à prendre ça en compte dans leur perspective professionnelle. Donc je pense que pour nous, c'est le profil africain, c'est le profil tropical entre griffes, qu'on nous attribue, que nous essayons donc de valoriser. Et comment les institutions de formation en Afrique peuvent-elles encourager la formation des vétérinaires locaux?
Il faut l'encourager parce que l'Afrique, pendant longtemps, est restée le continent où les épidémies, les épizooties, pour prendre un langage vétérinaire, décimaient le cheptel. Et il fallait donc trouver un moyen d'arrêter cette catastrophe, si vous voulez, donc animale, en formant des vétérinaires. Au départ, ce n'étaient pas des vétérinaires, des docteurs vétérinaires, mais ce sont ce qu'on appelle des infirmiers vétérinaires qu'on formait pour aller directement sur le terrain pour lutter contre ces affections. Mais avec l'évolution, le métier a évolué également. Donc cela reste encore en activité, mais on a besoin de concepteurs, de cadres, pour pouvoir donc mettre en place le dispositif technique pour pouvoir aller beaucoup plus loin dans la lutte contre les maladies animales qui déciment notre troupeau. Professeur Kaboré, aujourd'hui, quels sont les principaux défis auxquels sont confrontées les institutions de formation des vétérinaires sur notre continent? Les principaux défis sont d'abord les ressources. En tout cas pour nous. Nous connaissons parce que nous regroupons 14 États, mais malheureusement les ressources ne sont pas suffisantes ou à la hauteur de notre perspective ou de notre politique, ce qui freine un peu notre ambition. Parce qu'en principe, une école comme celle de Dakar, qui maintenant a plus de 50 ans, devait être arrivée au stade où on forme des spécialistes. Spécialité parce que le médecin vétérinaire, c'est le généraliste, mais en deçà, il doit y avoir des spécialités spécifiques pour chaque entité. Malheureusement, les moyens ne nous permettent pas d'aller à ce niveau-là. Donc on reste encore généraliste, mais avec une avancée timide vers des spécialisations que nous sommes en train de mettre en place à l'école. Comment les écoles de formation de vétérinaires permettent-elles d'améliorer l'efficacité de la prévention et du traitement des maladies animales? Parce que ce sont des spécialistes de ces animaux-là. D'abord, ils connaissent les animaux, ils connaissent le système d'élevage, ils connaissent leur écosystème. Et donc, sur la base de cette connaissance générale, ils connaissent l'agent pathogène qui est à l'origine peut-être de ça, mais sur la base de cette connaissance, ils savent les thérapeutiques qu'il faut apporter, ils savent les mesures préventives qu'il faut développer pour éviter l'émergence de ces maladies et savent également comment riposter lorsque la maladie survient donc dans les différents troupeaux. Quel rôle, professeur Kaboré, des institutions de formation des vétérinaires, quel rôle jouent-elles dans la recherche et l'innovation en matière de prévention et de traitement de ces maladies? Beaucoup de choses, parce qu'en fait, ces institutions sont à la fois des institutions de formation, mais également de recherche et de prestation de services. Il y a les trois entités. Alors, pour l'enseignement, donc on en a parlé, c'est pour former des compétents, des diplômés de qualité, des compétents pour faire leur travail. Mais également, il y a la recherche que nous faisons, soit pour résoudre un problème qui se pose, parce que nos États, souvent, ont des problèmes de santé, des problèmes alimentaires des animaux. Donc, nous les accompagnons en faisant des activités de recherche-développement pour apporter une solution à leurs problèmes. Et nous capitalisons donc ces résultats-là pour en faire des entités que l'on peut reproduire dans d'autres États ou dans d'autres circonstances. En parlant des maladies animales, comment ces dernières peuvent-elles impacter la santé humaine et l'économie d'un pays? Ah, ça c'est encore, oui, ça c'est essentiellement ça. Parce que les maladies animales, il y en a plusieurs. Il y a celles qui sont typiquement animales, qui sont des maladies d'évolution chronique, donc maladies dites économiques, parce que l'animal n'arrive pas à exposer ou à exprimer son potentiel à cause de ces maladies qui sont chroniques et persistantes. Il y a des maladies qui sont aiguës, qui tuent rapidement, donc qui réduisent l'effectif du cheptel. Et il y a des maladies qui tuent rapidement, mais qui contaminent les humains, ce qu'on appelle les zoonoses. Et ces zoonoses également sont persistantes dans nos pays. Nous avons les premières que vous connaissez, on l'a dit dans le reportage, la rage. Nous avons également d'autres zoonoses qui sont des zoonoses dites négligées, mais qui ont leurs effets contraires dans la société. Par exemple, la néosporose, qui sont des parasites qui peuvent entraîner des avortements chez les femmes, qu'on le trouve chez les chats, mais dont les gens ne savent pas trop. Il y a des maladies telles que la brucellose, que l'on trouve chez les ruminants, les petits, enfin, les moutons et les bovins qui produisent du lait. Le lait peut contenir cela, et donc entraîner une contamination de l'homme. Donc il y a des genres de maladies comme ça qui existent et que, je pense, le vétérinaire, lui, son rôle, c'est de veiller à ce que les personnes ne soient pas infectées, mais c'est de veiller également à ce que les animaux soient en bonne santé. Professeur, quelles sont les zoonoses les plus persistantes en Afrique? C'est la rage. Premier réflexe, la rage, qui est persistante et qui crée beaucoup de problèmes. Au Sénégal, d'ailleurs, on en a fait des journées de la lutte contre la rage, un phénomène annuel, sur lesquels donc, nous participons également pour la sensibilisation des éleveurs de carnivores, notamment des chiens, beaucoup plus, pour éviter donc de les amener à vacciner périodiquement leurs chiens, pour éviter que ces chiens donc ne contractent cette maladie grave qui peut contaminer les humains. Et
lorsque l'individu est contaminé par la rage, c'est irréversible. Il n'y a pas de traitement du tout. L'évolution est vers la mort. Intéressons-nous maintenant à une rencontre de haut niveau. En septembre dernier, le Cap-Vert a accueilli la 8e réunion annuelle des réseaux régionaux de santé animale. Lors de cette rencontre de haut niveau, la question du renforcement de l'efficience des laboratoires vétérinaires en Afrique de l'Ouest a été abordée. Quelles sont les avancées liées à cette problématique ? Les avancées que nous avons constatées dans cela, d'abord, c'est s'organiser entre les laboratoires. Donc il y a eu plusieurs dénominations qui ont été faites. Mais l'idée derrière ce réseau, c'était d'amener les laboratoires complémentaires, parce qu'ils n'ont pas le même niveau de capacité. La deuxième chose, c'est échanger des informations sur les activités qui sont faites, de manière à pouvoir donc savoir ce que l'autre fait, et ne pas faire un doublon, et trouver donc des zones de spécialité. Et cela a évolué jusqu'à l'avènement de la grippe aviaire, où on a, au niveau de la CEDEAO surtout, nous avons identifié des laboratoires de référence, dont le Sénégal avait un laboratoire. Il y avait le VOM qui était au Nigeria avec un laboratoire et puis deux autres laboratoires qui ont été identifiés pour être laboratoires de référence pour l'influenza aviaire hautement pathogène. Au lieu d'aller chercher à avoir des... Parce que l'idée est venue du fait qu'on avait des difficultés d'envoyer nos prélèvements dans les autres pays européens le plus souvent pour un diagnostic et ça prenait du temps. Et surtout qu'aujourd'hui, il est encore difficile de faire... voyager des prélèvements qui sont hautement contagieux au niveau donc des pays européens. Donc il y a des restrictions qui sont faites. Donc on s'est dit qu'il fallait donc se retrouver pour créer entre nous-mêmes des laboratoires spécialisés et en renforçant leurs capacités. Pour l'instant, je pense qu'il y a des labos qui sont identifiés comme des laboratoires de référence pour certaines pathologies, en tout cas pour ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest, mais également pour l'Afrique de façon générale. Je sais qu'au niveau de l'Afrique de l'Est, il y a des laboratoires qui sont également spécialisés pour des maladies spécifiques. Et donc il y a des échanges à travers l'UABIRA, qui est une institution de l'Union africaine qui s'occupe des ressources animales, qui également est le relais qui permet donc les échanges avec ces différents laboratoires. En parlant de problématiques à résoudre, quels sont les principaux défis auxquels font face nos laboratoires ? Défi de l'équipement. D'abord, il y a l'équipement, les premiers points, mais ensuite la formation. Parce que de moins en moins, de laboratoires sont formés de façon spécifique pour prendre en charge les différents segments du laboratoire. Et en plus, si nous voulons vraiment aller dans l'étude des maladies graves, comme aujourd'hui Covid et autres maladies, il faut des laboratoires qui sont de très haut niveau, laboratoires qu'on appelle P4. Et P4, c'est exigeant. Exigeant en termes de mesures de biosécurité, exigeant en termes d'équipement, exigeant en termes de formation des personnels. Donc c'est ce qui fait défaut très souvent. Et donc nos laboratoires restent au niveau P2, P3, qui sont des petits labos qui font des diagnostics, mais pas de haut niveau. Donc pour le haut niveau, on est obligé donc de faire appel à l'extérieur pour nous accompagner donc dans ce diagnostic. Professeur Kaboré, en avril dernier, le monde a célébré la Journée mondiale vétérinaire. Comment cette journée a-t-elle été célébrée au sein de votre structure, l'EISMV ? Non, mais ça a été célébré par des conférences. Je pense que nous, à ces journées pareilles, nous essayons de montrer à nos étudiants quels sont les métiers du vétérinaire aujourd'hui et quels seront les métiers du vétérinaire demain, étant donné l'évolution de la profession dans un contexte aujourd'hui qui est influencé par les défis de la sécurité sanitaire, les défis de la sécurité alimentaire et les défis environnementaux. Donc on essaie de leur apprendre que le médecin vétérinaire n'est pas seulement celui qui soigne l'homme en tant que tel, comme le médecin le fait. Le médecin vétérinaire, son rôle, c'est de soigner l'humanité. Donc il va de l'animal, donc il protège l'homme en intervenant en amont sur les animaux et en amont sur l'environnement. Et donc nous faisons de cela également un point d'ancrage sur ce qu'on appelle le One Health, puisque le vétérinaire un peu qui est dans tous ces segments-là et qui est en amont des maladies humaines, maladies infectieuses humaines, doit jouer le leadership. Donc travailler en collaboration avec toutes ces personnes qui sont en médecine humaine pour ce qui concerne l'infectiologie, dans l'environnement pour tous ceux qui travaillent sur les affections environnementales qui peuvent contaminer l'homme ou contaminer l'animal. Donc il doit être au centre, être le gestionnaire, travailler en collaboration avec toute cette chose. Donc c'est pourquoi on est un peu leader dans cette affaire de One Health. Merci professeur Yala Siamba Kaboré pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes professeur titulaire des universités, directeur général de l'EISMV à Dakar. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Merci et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.